J'ai participé à une table ronde sur le Data Driven Design aux côtés du CPO de The Fork et de la Lead Product Analytics de Back Market. Découvrez les meilleurs enseignements de cette session et mon retour d'expérience tout de suite. Parlons Design saison 6 est sponsorisé par la KakaoS Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la KakaoS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de la session Design Like a Scientist, qui était une table ronde organisée il y a quelques temps par Amplitude avec Big Blue, à laquelle j'ai été invité et durant laquelle j'ai pu discuter. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de partager avec vous à la fois des bonnes infos sur justement cette façon de comment designer grâce à la donnée, mais également de vous partager en fin d'épisode mon retour d'expérience perso en tant que participant. Alors pour le contexte, j'étais aux côtés de Marthe, qui est Lead Product Analytics chez Back Market, et de Fabrice qui est le CPO de The Fork, donc des profils très différents avec bien plus d'expérience, et c'est en ça que c'était très intéressant. Également, l'événement était leadé par Hans Schumann qui est le VP Design chez Big Blue, la boîte qui nous accueillait pour cet événement, et Amplitude, un outil d'analytics, a organisé tout ça. Donc il y avait vraiment de quoi avoir des apprentissages hyper intéressants, un super environnement, vraiment un event très agréable. Et donc voilà, plein de valeurs. Donc au programme de cet épisode, premièrement, on va parler de vraiment la valeur clé de cet événement. Je vais vous résumer les infos clés, les apprentissages que moi j'ai tirés de cette table ronde et qui peuvent, je pense, vous servir. Et enfin, plus pour ceux qui sont intéressés par le fait de parler en public et par le fait de comment ça se passe tout ça, mon petit retour d'expérience sur qu'est-ce que ça a donné de participer à une table ronde avec tous ces gens hyper intéressants. C'était un petit peu l'essence de Parlons Design au début, partager des nouvelles choses pour vous permettre d'en apprendre également par la même occasion. Donc c'est bon, ne parlons pas plus et commençons tout de suite. Donc Design Like a Scientist, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce fait de ne pas designer juste à l'instinct, juste en analysant, en comprenant, mais vraiment en pouvant calculer l'impact de nos décisions, l'impact des choix design qui sont effectués. Et là-dessus, il y a eu pas mal d'apprentissages intéressants. Le premier point que j'ai relevé de cette discussion, c'est que la data seule est un danger. C'est contre-intuitif pour une discussion qui va dans le sens de design like a scientist, mais oui, potentiellement la data seule peut fausser, peut donner de mauvaises informations, peut donner de mauvaises indications et fausser la lecture. Si la data n'est pas bien traitée, ou même si elle est bien traitée, mais qu'on oublie une information extérieure hyper importante. Donc le premier point quand on travaille avec la data, ça va être de toujours renforcer cette information-là par d'autres types d'informations. De la user research qualitative par exemple, un audit de design complet, ou d'autres éléments qui vont permettre de consolider cette information qu'on a pu tirer des analytics produits par exemple. Pour autant, la data, ça va être hyper puissant pour identifier des problèmes, identifier des opportunités au sein d'un produit, et bien évidemment mesurer l'impact de son action. C'est l'usage, en tout cas, le premier usage qu'on va pouvoir avoir de la data, c'est on vient d'implémenter une nouvelle chose. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça intéresse les gens ? Est-ce que ça a eu un impact positif par rapport à nos objectifs ? Et un des petits points qui a été soulevé, notamment dans la partie question, c'est comment ça se passe en B2B. En B2B, quand on va travailler avec des entreprises en tant que client, souvent on va avoir beaucoup moins de volume, et donc ça devient plus compliqué parce que la data justement peut beaucoup plus être faussée, en tout cas moins représentatif quand on n'a pas grand monde en termes d'utilisateurs. Alors là, un point qu'on a pu relever tous ensemble et sur lequel on était assez accordés, c'est que c'est tout à fait possible en B2B, on va devoir d'autant plus le consolider avec des informations, mais surtout on va souvent utiliser des métriques différentes de celles qu'on utilise pour du B2C. On va souvent utiliser des taux de conversion, notamment des volumes de transactions, des choses comme ça en B2C. En B2B, on va plus aller sur des mesures plus précises, comme la durée d'exécution d'un flow complet, le nombre de
tickets vers le support, les parcours de navigation un peu plus précis des utilisateurs, et on va pouvoir aller dans des notions un petit peu plus profondes, moins biaisées par rapport à ce qu'on va mesurer sur un plus petit flot d'utilisateurs. Donc voilà, ça c'était les enseignements un petit peu intéressants autour de l'usage global de la data. On a bien évidemment également parlé d'A/B test, de split test, qui sont cette idée de on va proposer deux versions différentes à des utilisateurs de manière random, et derrière essayer d'en tirer des apprentissages par la data de qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et là également, on a poussé un petit peu cette notion qu'il y a deux types d'A/B test. Il y a l'A/B test de détail, où on va aller changer un wording à un endroit, on va changer la forme d'un mouton, on va aller changer une simple interaction, et on va mesurer son impact. Ça c'est hyper pertinent quand on va être sur du gros volume, où un petit changement peut avoir beaucoup d'impact. Mais également, on a parlé d'A/B test beaucoup plus large, où on va changer tout un flow complètement entre la version A et la version B. Là, ça va être beaucoup plus utile quand on a des plus petites bases d'utilisateurs, parce qu'on va pouvoir mieux mesurer une différence s'il y en a une, mais ça peut également poser un danger, hein, c'est ce que disait Marthe de Back Market, où ils ont fait ça avec la page produit, et en fait, ils se sont aperçus que le résultat était négatif, sauf que quand on a changé toute une page produit, comment maintenant on sait pourquoi ce changement-là est négatif? Et donc ils ont été obligés de revenir à faire de l'A/B test de détail. Donc il faut bien choisir son type d'A/B test selon les ambitions du projet, selon la quantité d'utilisateurs qui passent à cet endroit-là, et qu'est-ce qu'on peut se permettre de perdre ou non. Par rapport justement à cette question de signification, de signifiance, en tout cas de validité de la donnée qu'on est en train de mesurer sur les A/B tests, on a parlé notamment de la technique des probabilités bayésiennes, qui permet de déterminer la fiabilité des tests, peu importe la quantité d'utilisateurs qu'on a, par rapport à d'autres méthodes qui sont plus tranchées sur la durée d'un test, sur le nombre d'utilisateurs qui doivent passer dans les tests, et on était plutôt tous les trois d'accord sur le fait que c'est une bonne méthodologie de calcul pour estimer est-ce que notre A/B test, on doit le continuer, est-ce qu'on doit le pousser plus loin ou pas, et donc je vous invite bien évidemment à vous renseigner là-dessus. Et le dernier point hyper cœur sur les A/B tests que je vais essayer de bien garder en tête à tout jamais, c'est encore Marthe de Back Market qui nous en a parlé, c'est qu'ils gardent eux toujours ce qu'ils appellent un test AA qui tourne en permanence. Alors qu'est-ce que c'est un test AA? C'est un test où tout simplement les deux groupes d'utilisateurs vont voir exactement la même chose, et la seule chose qu'on va mesurer, c'est est-ce que ces deux groupes d'utilisateurs séparés qui voient exactement la même chose donnent le même résultat des deux côtés. Et alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à vérifier que la séparation de nos utilisateurs n'est pas biaisée. Et potentiellement c'est un problème qui peut arriver très facilement dans les A/B tests, c'est que la façon dont on découpe nos groupes utilisateurs soit biaisée, et que donc tous nos résultats soient faussés. Ça, c'est arrivé dans plein d'entreprises, et donc la solution à ça, c'est de garder un test AA à un endroit de notre produit, on garde tout le temps la même chose, et on vérifie que les deux groupes donnent les mêmes résultats, et que donc la répartition n'est pas biaisée, donc une excellente astuce sur les A/B tests. Enfin, le dernier pôle duquel on a un petit peu parlé pendant cette table ronde, c'est tout ce qui est culture du data-driven design, comment on fait pour amener ça dans les équipes. Et globalement, il y avait plutôt un consensus également là-dessus, c'est que pour implémenter une culture data-driven, faut commencer petit. Faut commencer sur un projet précis, sur une action précise, avec quelques collaborateurs qui sont eux aussi motivés là-dessus. Et ensuite, en partageant les réussites, en partageant les résultats de ces projets-là, on va potentiellement venir donner envie aux autres équipes de travailler sur cette méthodologie, d'implémenter ça également, et enfin de le faire vivre à l'échelle de l'entreprise. Mais il y avait vraiment absolument ce consensus de si on veut pousser du data-driven dans une entreprise qui n'a pas forcément encore cette habitude, commencez par le faire vous-même, commencez par le faire sur un petit scope, et ensuite déployez-le plus largement dans votre équipe, et plus largement autour de vous, par justement toute la valeur ajoutée que cela va apporter. Également, pour se lancer dans tout projet data-driven, il y a une bonne pratique générale qui est d'anticiper ce qu'on veut traquer le plus tôt possible dans le projet. C'est-à-dire quels sont les KPI du projet, donc comment on va les mesurer derrière, quelles sont les futures évolutions ou les futures opportunités qu'on aimerait pouvoir détecter. Pareil, ça va conditionner les trackers qu'on va mettre derrière. Et donc globalement, plus on va anticiper cette analyse future de la data tôt dans le projet, plus on va pouvoir en tirer de la valeur derrière.
Voilà. Globalement, c'était, les apprentissages de cette table ronde un petit peu en vrac. J'ai essayé de les ordonner un minimum, mais c'est toujours compliqué. Plein de petits apprentissages comme ça qui sont hyper intéressants et c'est ça vraiment la valeur de ces discussions-là. Donc j'espère que ces conseils pourront bien évidemment vous aider et je vous invite tout simplement à rejoindre les prochains événements de la sorte si vous êtes intéressé. Je pense qu'Amplitude continueront à en organiser par la suite, donc c'était très sympa et j'hésiterai pas à y revenir en tant que speaker ou en tant que viewer, parce que c'était un événement très chouette dans lequel on a pu en plus discuter un petit peu avec tout le monde à la suite, donc vraiment cool. Pour conclure ce podcast, je vais vous parler un petit peu plus de mon retour d'expérience perso. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais speaker à cette table ronde. C'était la première fois tout simplement que je participais à une table ronde. Là en plus c'était en extérieur avec voilà, tous ces speakers de talent expérimentés avec beaucoup d'expérience. Donc ça a été une petite pression initialement, mais globalement voilà, tous ces gens dont je vous en parlais étaient hyper détendus, hyper agréables et donc ça m'a plutôt rassuré, cette bonne ambiance. On avait un super lieu sur un rooftop, on a fait ça en extérieur, c'était assez génial et donc le déroulement s'est bien passé, on avait des variétés de profils assez folles, du CPO qui a vécu énormément de boîtes différentes, énormément d'expérience, de Marthe qui est vraiment focus data spécifiquement, à moi qui ai une expérience très différente, beaucoup plus jeune, beaucoup plus petite aussi sur des projets individuels et sur des projets startup scale-up comme Lydia et Payfit. Donc ça a été un vrai bonus de pouvoir valoriser toutes ces expériences extrêmement différentes, des fois comparables, des fois pas du tout. Et globalement, les conseils que j'aimerais vous donner si vous avez cette opportunité, c'est déjà, si vous avez l'occasion à un moment, dites oui et foncez. Le jour même, je me suis dit, pourquoi j'ai dit oui à ça? C'était un peu flippant, forcément. Et en fait, c'est en le faisant qu'on apprend, c'est en le faisant qu'on va se former et se sentir plus à l'aise pour les prochaines fois. Donc si vous avez l'occasion, dites oui, n'hésitez pas. Et ensuite, vous vous débrouillerez le moment où il faudra parler. Le deuxième point qui va très bien avec, c'est qu'en fait, vos histoires personnelles ont de la valeur. C'est pas parce que on est plus jeune, on a moins d'expérience, c'est pas parce qu'on travaille sur des plus petits projets, c'est pas parce que on n'a pas le background comparable aux autres que ce qu'on va dire ne va pas intéresser les gens. Et ça, c'est forcément la peur en fait qui vient assez naturellement. Et en fait, on se rend compte que plus ce qu'on raconte est petit et précis, plus ça va être proche de la plupart des gens. Et donc finalement, ça va être une valeur certes très différente parce que c'est un recul moindre, c'est un background moindre, mais pour autant, ça va potentiellement parler aux gens qui sont présents ici, qui écoutent. Et donc ça peut avoir tout autant de valeur pour eux que des profils qui ont énormément d'expérience derrière. Enfin, ne surjouez pas, c'est ok de ne pas savoir, on peut ne pas avoir une expérience particulière et il y a des questions, j'ai juste dit non là désolé, j'ai rien et en fait c'est tout à fait ok. Ça crée de la confiance aussi envers les auditeurs, envers les autres membres de la table ronde parce que voilà, on va pas créer des histoires là on en a pas, je raconte des choses quand j'ai des choses à raconter, je raconte rien quand j'ai rien à raconter et donc faut être ok avec tout ça. Globalement, ce résumé, c'est que c'est un bon petit pic d'adrénaline et en fait derrière c'est des moments hyper agréables, hyper intéressants. C'est là aussi où ça permet de former de nouvelles idées, de réfléchir à de nouvelles choses. Et donc voilà, je peux juste que vous conseiller, si vous avez ces opportunités-là, de dire oui et de vous débrouiller. Ensuite, vous trouverez bien une solution pour raconter des choses intéressantes derrière. Faites-vous confiance et voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. La data, je trouve, c'est vraiment de plus en plus au cœur de nos métiers. Donc je peux que vous inviter à continuer à vous former. On en reparlera très très bientôt sur le podcast du Data Driven Design. Au global, cette table ronde, ça a été une super expérience pour moi, hyper agréable et plein de bonnes rencontres. Donc merci à tous, autant aux speakers qu'aux personnes qui étaient présentes, avec qui j'ai pu discuter après. C'était un vrai plaisir. Et j'espère que vous, en tant qu'auditeur de ce podcast, vous aurez appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, laissez une note sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur votre plateforme préférée, un 5 étoiles et un petit commentaire. C'est hyper encourageant. Là, on arrive au 290e épisode, il me semble. Ça fait énormément de temps investi dans ce podcast et
Rien ne me fait plus plaisir que de voir que ça aide certains d'entre vous, ça apporte des infos intéressantes à certains ou des bons rappels. Donc voilà, soyez généreux en notation du podcast, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.